Les femmes, quand elles accouchaient, elles avaient leur tribu en fait de femmes autour d'elles, que ça soit des tantes, des mères, tu sais, qui lui disaient: «On est passé par là, on sait ce que c'est, tu vas y arriver, tu vas le faire et on est là pour t'aider» et on a même des connaissances de plantes, on a des connaissances de position, on a nos recettes, on a cette expérience-là et que les femmes, elles se le transmettaient et aujourd'hui, on a perdu ce chez nous. La petite voix, la petite voix, la petite voix, la petite voix. Bonjour, je suis Herveline et j'ai le plaisir de vous présenter La Petite Voix, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui nous font du bien. Ils sont psy, sophrologues, magnétiseurs ou autres et se consacrent à notre bien-être et à notre développement personnel. Que vous soyez sceptique ou convaincu, vous serez sûrement curieux de leurs histoires. Quel chemin ont-ils parcouru pour choisir ce métier dédié aux autres ? En quoi consiste leur pratique et que leur apporte-t-elle ? Voilà les questions que je vais leur poser lors de ces conversations intimes, sans blabla. Des conversations qui vont nous éclairer, nous inspirer. Si vous aimez ce podcast, dites-le moi avec des étoiles, des bonnes notes et des commentaires sur votre plateforme de podcast favorite. Ça aide vraiment à le faire découvrir à d'autres personnes. Retrouvez-moi aussi sur Facebook, Instagram et YouTube en cherchant simplement La Petite Voix le podcast. Alors, prêt à écouter La Petite Voix pour entendre la vôtre ? La Petite Voix le podcast, c'est parti ! Au moment de vous parler de cet épisode, en fait, je suis un peu embêtée. Je ne sais pas par où commencer. Alors, rassurez-vous, il y a beaucoup à dire et c'est bien là le problème. Allez, on va commencer en fait par le plus beau, par le plus doux. Aujourd'hui, dans La Petite Voix, on va parler des grandes étapes de vie d'une femme et en particulier de la grossesse et de la naissance. Mon invitée, Noémie Valty, est doula et elle accompagne justement les femmes, mais pas que, dans ce moment de vie si intense. L'autre point fort qui m'a marqué dans cet épisode, c'est son engagement. Noémie a à peine 30 ans et je trouve qu'elle illustre bien cette nouvelle génération pleine de valeurs, de convictions et de rêves. Oui, je parle comme une vieille, mais clairement, je n'appartiens pas à cette génération, même si leur élan me touche. Alors, bienvenue dans cet épisode doux et puissant, un épisode qui m'a particulièrement touchée. Avec Noémie, nous allons parler d'une passion née tôt pour la permaculture, d'une grossesse en vanne et des outils auxquels elle s'est formée, des massages à la communication non violente. Bonjour Noémie et bienvenue dans La Petite Voix. Bonjour Herveline. Est-ce que tu peux commencer par te présenter rapidement, s'il te plaît ? Bien sûr, je m'appelle Noémie Valty, j'habite en Drôme, dans un petit village qui s'appelle Lauzeron. J'ai 32 ans et je suis doula, je fais de l'accompagnement holistique à la naissance depuis 3 ans maintenant. Ok, en fait, tu vois, je ne savais pas avant notre entretien, mais tu es toute jeune. Et déjà sur ce chemin-là, je trouve ça... oh, mon Dieu, j'allais parler comme une vieille, j'allais dire, je trouve que cette nouvelle génération est formidable. Oh, c'est horrible. Bon, en tout cas, bienvenue dans La Petite Voix. Moi, je suis contente qu'on parle de ton métier de doula aujourd'hui dans La Petite Voix. Ça faisait un petit moment que je voulais qu'on évoque ce métier-là. J'attendais de trouver la bonne thérapeute et c'est le cas avec toi. Franchement, moi, j'ai eu mes enfants en 2014 et à l'époque, on parlait pas du tout de cet accompagnement-là à la naissance. Et franchement, quand j'y pense, je le regrette. Je pense que ça m'aurait aidé et certainement que j'aurais accueilli autrement mes enfants, mais tant pis, c'est comme ça. Tu vois, je me disais, comme on va beaucoup parler ensemble de grossesse et de maternité ensemble aujourd'hui, je suis obligée de commencer par cette question un petit peu perso, mais qui va nous donner un vrai éclairage sur ce que tu vas nous raconter. Est-ce que tu es toi-même maman ? Oui, je suis moi-même maman. C'est d'ailleurs ma grossesse et l'accueil de ma fille qui m'a vraiment plongée en fait dans le monde de la maternité et qui m'a révélée à cette voie. Ok, bah tu vas nous raconter ça. Donc, tu as une fille, c'est ça ? Ouais, j'ai une fille qui a 5 ans. Écoute, tu as commencé à l'évoquer très vite, mais on va rentrer un peu plus dans le détail pour parler de ton parcours. J'ai découvert sur ton site internet que tu as commencé un petit peu loin, voire très loin de ce que tu fais aujourd'hui, puisque tu as fait des études d'ingénieur agronome en Suisse, c'est ça ? Ouais, je suis suisse d'origine, j'ai grandi à Genève. Et ouais, j'ai fait des études d'ingénieur agronome qui étaient spécialisées sur le maraîchage et les arbres fruitiers.
Et je suis vraiment rentrée dans ces études avec un prisme de permaculture, en fait. J'ai fait beaucoup de stages dans des petites associations de producteurs locaux. Donc j'avais vraiment déjà cette conscience de prendre soin en fait de la terre et du vivant. Et en fait c'est drôle, c'est ça qui m'a amenée à faire des études d'ingénieur agronome. J'avais comme quelque chose qui me disait que si on changeait la manière dont on consommait, si on consommait des légumes de qualité, si on changeait la manière dont on produisait, tout le lien qu'on a à la terre, eh ben on changerait le monde. C'est fou, tu as eu cette conscience-là très tôt? Ouais. Tu avais quel âge? Enfin, quand tu as choisi tes études, alors je sais pas comment ça s'appelle, il y a un équivalent du bac en Suisse, j'imagine? Oui, 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 c'est ça. Ben, c'est à peu près pendant ma période du bac que j'ai découvert des films, voilà, qui venaient aussi dénoncer les manières qu'on avait de grosses productions massives où on utilisait beaucoup de produits chimiques et tout ça. J'ai vu des films comme Le Monde selon Monsanto Ouais. ou un film qui m'a vraiment beaucoup touchée, qui a été un déclic pour moi, c'était Des solutions locales pour un désordre global de Colin Serrault, Oui. qui a aussi fait ce film La Belle Verte, qui est intemporel. Et en fait, qui vient vraiment réveiller cette touche ouais, d'humanité et de retour à la terre et au vivant, quoi. Je trouvais ça génial, en fait, à l'heure qu'on est aujourd'hui, en fait, c'est quoi la qualité de ce qu'on mange, quel lien on a à la terre, à la nature, quelle conscience on a de tout ça. Et en fait, j'ai réalisé qu'à 20 ans, je savais pas à quoi ressemblait un pied d'aubergine, un plant d'aubergine, en fait. J'avais aucune Ouais. idée sur comment elle poussait, quoi. Et je me suis dit, waouh, il y a vraiment un endroit où on a perdu de la transmission juste de la nature, quoi, de choses simples, en ayant grandi en ville, tu vois. Oui, j'allais te demander, toi, tu as grandi dans un environnement plutôt Ouais, citadin? urbain, ouais, ouais, c'est sûr. Alors que ma mère, qui avait grandi aussi dans une ville, eh ben, ils avaient une petite maison avec un petit jardin et sa mère, elle faisait plein de légumes, quoi. Elle mangeait toute son enfance, elle a mangé les légumes du jardin. Donc ma mère, elle avait reçu, mais tout d'un coup, ben moi, j'avais plus cette connexion et il y avait vraiment cet appel à retrouver un peu, en tout cas, du sens. Donc voilà, du coup, je suis rentrée dans ces études avec plein d'élan d'aller creuser dans ces directions. Il y avait vraiment dès le départ un idéal, en fait. Et est-ce que toi, donc là, tu nous parlais de ta maman qui, elle, quand même avait préservé le vivant, en tout cas de son enfance et tout ça. Est-ce que tes parents, soit t'ont aussi poussé ou éduqué avec cette idée de préserver le vivant, ou en tout cas, est-ce qu'ils avaient eux-mêmes des idéaux forts et ouais, qui t'ont donné une fibre comme ça, une envie d'écouter tes élans? Oui, oui, je pense que mes parents, ils avaient ça. Ils l'ont surtout dans la fibre sociale. Les deux, ils travaillent, Ah, ils ont fait des études dans le social, et du coup, ils avaient vraiment ce lien, je pense, fort à l'humain. Et après, ils aimaient beaucoup la nature. On est toujours partis en camping, en vacances ou aller être proche de la nature, quoi. Donc, je pense ils m'ont initié comme ça. Et en même temps, c'était imprégné en moi. Je vois que toutes mes études d'agronomie, on a tissé vraiment des liens incroyables dans notre cohorte, quoi, dans notre volet. Et on s'est organisé un voyage en Inde pour un voyage d'études. On est allé rencontrer des petits agriculteurs et il y avait vraiment, enfin voilà, j'ai mis beaucoup d'énergie là-dedans. Du coup, j'ai aussi réalisé que j'avais de la fibre dans l'humain aussi et dans la cohésion entre les gens. Et en fait, j'aime bien aussi parler de ce chemin-là parce qu'en fait, je réalise que en faisant ma transition et en me reformant comme doula, je me suis dit: «Ah mais toutes ces années, que j'ai passées à étudier complètement autre chose», et en fait, je fais vraiment des ponts aujourd'hui, entre les 2. du coup, tu as eu l'occasion ensuite de travailler, une fois fini ces études d'ingénieur, en agronomie? Tu as eu l'occasion d'avoir ce titre-là d'ingénieur et de faire de la permaculture? Et ben, j'ai pas travaillé très longtemps, dedans. J'ai fait un petit mandat qui était très intéressant. J'ai travaillé un petit peu pour justement la ville de Genève OK. avec un mandat pour, en fait, mettre en relation des petits producteurs, locaux qui travaillaient en bio, mais qui étaient pas forcément labellisés, et les mettre en lien avec les cuisiniers des crèches. Génial. Avec vraiment cette idée que tout leur approvisionnement, en fait, souvent ils produisent pas plus, ces petits producteurs, parce qu'ils ont pas plus d'écoulement, et les cuisiniers des crèches, ils sont intéressés mais ils ont pas le temps forcément de faire les contacts, et c'était comme de voir c'est quoi les besoins des cuisiniers, ce serait quoi les besoins des producteurs et comment on pourrait lier ça pour qu'il y ait plus de nourriture locale et biologique en crèche, quoi. OK, et est-ce que tu étais, par rapport aux autres étudiants avec lesquels tu étais et qui, comme toi, se lançaient dans le monde du travail, est-ce que tu étais un peu un ovni?
avec ta vision de la permaculture, etc. Ou est-ce que tu sentais que vous étiez plusieurs portés par cet idéal-là? J'ai eu beaucoup de chance parce que la classe dans laquelle j'étais là cette année-là, eh ben, on était vraiment plusieurs. On avait vraiment une vision commune sur cette conscience en fait de changer, de transformer nos façons de cultiver. Et aujourd'hui, j'ai plusieurs de ces camarades de classe qui sont restés des amis, qui travaillent soit avec des petits producteurs ou qui font de la recherche pour le bio. Enfin voilà, vraiment, on était une classe assez motivée. C'était drôle, un jour, ils nous avaient mis un cours de gazon de sport. Parce qu'il faut savoir que le gazon de sport, c'est vraiment très technique, que c'est beaucoup d'entretien. Le Oui, terrain de foot, par exemple, c'est une consommation en termes d'énergie énorme quoi, pour les entretenir. oui, Et en fait, ils avaient besoin d'ingénieurs agronomes pour les entretenir. Ils n'en avaient plus. Du coup, ils nous avaient ouvert un cours sur ça. ouais. Donc, on était très peu à être intéressés, il faut dire. Et la personne qui venait nous faire ce cours, il nous expliquait qu'en fait, le gros enjeu des gazons sport, c'était d'exterminer les vers de terre. Parce qu'en fait, ils créaient des turicules de terre et c'était pour le sport, c'était pas du tout pratique. Et en fait, les vers de terre, c'est les ingénieurs du sol. C'est eux qui transforment la matière, qui remontent tous les minéraux à la surface, qui, Ben dans leur oui, tube digestif, les transforment. Enfin, c'est des producteurs de terre. Nous, un sol qui est vivant, c'est un sol où il y a plein de oui. vers de terre. Et en fait, il nous disait ça et on le regardait tous avec un air en mode t'es en train de nous dire que tu veux qu'on tue les vers de terre, mais sors de la classe. Et il était dans ses petits souliers, on lui disait vous êtes en train de nous dire qu'on doit tuer les ingénieurs du sol, quoi. C'est hyper intéressant parce que ce que tu me dis là, ça me fait penser à plusieurs vidéos qui ont pas mal tourné ces derniers mois là sur Internet, sur tu sais, les étudiants jeunes diplômés en agronomie justement, qui faisaient des discours vraiment à l'encontre de tout ce que leurs études a priori leur ont inculqué. Ça m'a beaucoup touchée là, ces discours d'étudiants, parce qu'en fait, c'est ce que j'ai choisi de faire à ma remise de diplôme en 2015, ouais. C'est pas vrai? Je sentais que j'avais un texte qui me travaillait. J'avais pas du tout prévu. Enfin, je m'étais pas annoncé, je l'avais pas prévu. Alors que c'était une remise de diplôme de toute l'école d'ingénieurs, donc il n'y a pas que des ingénieurs agronomes. Et en fait, j'étais poussée par quelque chose vraiment qui était plus fort que moi, quoi. Et j'avais des mots qui me venaient, un texte, et j'ai commencé à l'écrire 2 semaines avant. Et là, je me disais, mais je vais pas faire ça quand même, si je devant 500 personnes. Et en fait, le jour avant, j'ai vraiment eu un élan qui m'a dit mais vas-y, en fait, tu vas le regretter sinon. Et je me suis présentée devant le directeur en lui disant j'ai un texte pour mes camarades, un texte juste pour se reconnecter à notre conscience de quelle responsabilité on a aujourd'hui en étant ingénieur en fait. Et c'était vraiment un appel à dire en fait on peut tous à notre échelle en fait faire quelque chose quoi. C'était vraiment l'ode au colibri. On Oui. a tous cette capacité à faire quelque chose. Et en même temps, je disais, on peut tous, on n'a pas besoin d'être ingénieur pour faire ça. Mais aujourd'hui, si on est ingénieur, on peut plus dire qu'on n'est pas au courant, Oui, quoi. On n'a pas d'excuses. bien sûr. Et c'était vraiment fort, quoi. Ouais, Donc du coup, tu as fait ce discours devant ces ouais, 500 ouais. Et c'était personnes? super beau. Waouh, quel courage! Et en plus, ils nous mettaient des petites vidéos qui présentaient chaque filière. Et là, la vidéo d'agronomie, c'était des rails de traitement sur des Ouais. tomates hors sol. Et je leur disais, on pourrait commencer ce Aïe. soir par changer cette vidéo qui représente plus l'agriculture de demain, quoi. Qui est l'agriculture actuelle à plein d'endroits, Oui. mais c'est pas celle qui est soutenable dans le temps, en fait. Enfin voilà, tout le monde avait vraiment applaudi et j'avais des super beaux retours de personnes qui étaient venues me parler à la fin, que ça avait beaucoup touché. Donc, je m'étais dit, bon, j'ai fait ma petite part de colibri. Bah carrément. Tu t'es sentie comment, toi, après avoir pris la parole comme ça? Et ben, il y avait beaucoup d'émotions, c'est sûr, et je pense que je me sentais vraiment quelque chose de plus fort que moi, en fait. J'étais fière d'y être arrivée, mais je sentais que c'était ouais, au-delà de moi. Alors c'est sûr, pour l'ego, c'est agréable quand les gens me disent ah, c'est super ce que t'as dit, mais il y avait quelque chose où j'étais là, mais en fait, c'est pas pour moi, là, c'est pour la planète, c'est pour plus haut, quoi. T'étais au service d'eux, en fait, tu Ouais, c'est dirais? ça. C'est ça, comme il y a un truc qui t'investit et tu te mets au service de ce qui est là. Et c'est ça qui te donne la force d'y aller, en fait, et le courage d'y aller. Donc on a évoqué ces quelques mois pendant lesquels tu travaillais, à la mairie de Genève, avec les cantines. Mais à quel moment s'est fait le switch pour,
je crois que tu t'es vraiment après consacrée complètement à la permaculture en venant t'installer dans la Drôme, non? Je pense que c'était vraiment un idéal de changement de vie OK. et que la permaculture, je sens que c'était vraiment ça devait faire partie de mon nouvel environnement, en fait et du coup, c'était aussi l'élan qui m'a poussée à quitter la ville, à changer de lieu de vie. À cette époque-là, j'ai aussi rencontré mon compagnon Julien qui avait les mêmes aspirations que moi, qui avait aussi fait des études voilà, dans le milieu de l'horticulture et OK. qui avait d'ailleurs beaucoup plus d'expérience pratique que moi. Et on avait des envies de voyage, du coup on est aussi parti OK. voyager au Pérou. Et avant ça, c'est drôle, j'étais tombée sur un livre de Céline Alvarez qui parlait d'éducation, qui parlait de l'école Montessori. Ah! Et j'avais l'impression de me reconnecter à quelque chose qui me disait ouais, mais en fait, j'ai jamais eu envie d'être professeur ou maîtresse d'école, mais alors là, j'aurais vraiment envie. Ça venait tellement me reconnecter à une manière d'accompagner Ah, c'est l'enfant, vrai? de le soutenir dans ses élans de curiosité, d'être vraiment comme au service de son évolution et pas de se dire il grandit tout seul, mais et ça m'avait Oui. reconnecté à un endroit où je me disais ok, je vais arrêter l'agronomie, je vais être éducatrice Montessori. Enfin, il y a comme d'autres portes qui s'ouvraient, qui venaient me connecter en fait OK. à des fibres de moi. Et je pense que ce que j'ai réalisé dans le temps, c'est que c'est pas en ayant les mains dans la terre où j'ai ma fibre créatrice. Je vois que ça fait sens dans ma vie et que c'était des compréhensions sur le Ah! monde, comment il fonctionne et à quoi j'ai envie de participer, à quoi j'ai envie d'adhérer, c'est où que j'ai envie de mettre Oui. mon énergie. Et je sens en fait mon compagnon bah, quand on a déménagé dans la Drôme, qu'on a commencé à démarrer le jardin, il me disait oh regarde, j'ai trouvé telle semence, telle graine, je vais les mettre avec ça. Et là regarde, j'ai trouvé cet arbre fruitier, c'est génial, il pousse chez nous et je vais le mettre à cet endroit, je vais créer tel but. Et je me disais waouh, c'est génial, mais moi j'avais pas ma créativité qui se développait là. Et moi je disais oh regarde, on pourrait faire des ateliers sur le jardin où on ferait un jeu ensemble coopératif et puis après on les amènerait avec un parcours de sensations. Et c'est là qu'en fait, je me disais, mais ouais, en fait, j'ai ma fibre créatrice qui me donne envie de créer et qui s'anime dans l'humain, en fait. Il y a une question que je voulais te poser aussi, c'est pourquoi la Drôme? Très bonne question, parce que la vie. La meilleure réponse du monde, merci! Mais encore? Vraiment, on s'est laissé guider. Moi, j'avais rencontré la Drôme avec mon compagnon d'avant, qui m'avait fait découvrir OK. la Drôme. Et ouais, je le remercie de ça. Et j'avais trouvé magnifique. Et mon Ouais. compagnon, lui, il connaissait plus la Bretagne et la famille en Bretagne. Et voilà, on aime tous les deux naviguer, la mer. Du coup, je me suis dit, bah, allons-y, allons s'installer en Bretagne. Et en fait, on s'est donné 3 mois. On était en van pour faire du woofing et rencontrer des lieux, essayer de trouver un lieu. Est-ce qu'on peut repréciser ce que c'est que le woofing? Oui, En fait, tu vis à la ferme et tu es hébergé et nourri en échange de services rendus à la oui, c'est ferme? ça. T'es nourri, logé contre 6 heures de travail par jour à peu près. Mmh. Et du coup, ça permet Mmh. bah voilà, de soutenir les producteurs et de découvrir aussi voilà ce que c'est et d'être en échange. C'est super beau, c'est hyper riche. Ouais. Et du coup, en fait, le premier endroit où on arrive, donc nous, on était vraiment dans notre période. Moi, j'étais en tout début de grossesse à ce moment-là. Et on Ah, mais était, tu étais en ouais, OK. on est parti dans ce voyage. J'étais en tout début de grossesse et on était tout plein de nos élans. Plein d'idéaux et de rêves. Ça veut dire que c'était un vrai choix d'être, Enceinte et en voyage. simultanément enceinte et dans un van et dans un truc Ouais, de: «On sait pas où ouais, on va ouais. vivre»? Ouais, ouais. On a écouté Ah nos élans génial, et incroyable. on est partis. Donc là, vous étiez où? En Bretagne? Ouais, on était en Bretagne. OK. On avait vraiment cet élan de trouver un terrain, de construire. On voulait construire une yourte. Moi, je voulais peut-être ouvrir une petite école Montessori, créer une ferme, permaculture pédagogique. Enfin, il y avait vraiment cette idée-là. OK. Et le premier woofing qu'on a fait, on raconte notre rêve au couple qui nous accueillait et la femme nous dit ah ben c'est rigolo, j'ai des copains avec qui j'ai fait AgroParisTech, ils font exactement la même chose en Drôme, ce que vous voulez faire là, ils le font en Drôme Non. et dans un projet OK. qui s'appelle l'Oasis de Serendip. Et du coup, au bout de 2 mois, je lui dis vas-y, viens, on descend en Drôme, on va voir comment ça se passe là-bas. Et c'est ce qu'on a fait. Et en fait, on est arrivé dans ce collectif. Et de nouveau, ce serait une longue histoire à raconter. C'est une épopée en soi. Mais en fait, tout s'est aligné pour qu'en fait, on puisse s'installer dans ce lieu, dans ce collectif.
OK, donc c'était quoi? Une vie un peu en Ouais, c'est communauté? ça, il y avait un collectif, il y avait plusieurs personnes qui vivaient sur place. Il y en a d'autres qui vivaient pas sur place, mais qui venaient, monter un projet. C'était vraiment un projet un peu, pouponnière quoi, qui démarrait et qui se cherchait. Mais c'était un très beau lieu. Il OK. y a 11 hectares de terrain, dont 6 qui sont, cultivables, Waouh! une grosse bâtisse et du coup, on est rentrés dans cet écosystème où on accueillait des formations en permaculture. En arrivant, l'objectif numéro 1, c'était de faire le nid et de pouvoir, me donner les Eh clés pour oui. pouvoir accoucher à la maison. Et moi, j'avais entendu parler des doulas en Bretagne pour la première fois. J'avais une femme qui m'avait dit: «Ah, tu es enceinte, j'ai une OK. amie qui se forme comme doula», donc j'avais entendu un peu parler, mais j'étais pas assez encore informée et déjà faire tout le chemin d'accoucher à la maison, c'était déjà pour moi énorme et j'avais pas, pris la conscience, l'ampleur de qu'est-ce que représente un accompagnement de doula et je pense que j'associais un peu le travail d'une doula avec le travail d'une sage-femme à domicile. Je voyais pas trop les différences et après mon expérience, j'ai vu que j'ai eu des attentes envers ma sage-femme qu'en fait, qui aurait été juste d'attendre d'une doula, mais que du coup ma sage-femme n'a pas rempli parce que c'était pas en tout cas dans son contrat et du coup, j'ai eu des endroits un peu de carence de présence et qui n'avaient rien à voir avec elles parce D'accord. qu'elles ont été super et j'ai réalisé après en fait c'est à quel endroit que la doula elle est vraiment utile et pertinente. Bah, on en reparlera, mais ouais, ça va être intéressant de faire la part des choses entre les 2. Donc, mais malgré tout, cette sage-femme arrive à t'accompagner pour, te permettre d'accoucher? Elles ont été géniales hein, parce que on leur a dit voilà on doit construire notre dôme donc en fait tout ce processus a pris un peu du temps et du coup il était en construction sur mes dernières semaines de grossesse et en fait on a emménagé dans le dôme une semaine avant que j'accouche. Ah ouais, OK, il était temps, Et les sages-femmes, elles étaient vraiment chou parce que l'endroit où on vivait dans la bâtisse, c'était pas idéal. On aurait pu faire une naissance à la maison, mais on était vraiment pas très confortable. C'était assez roots. OK. C'était assez roots aussi dans notre dôme parce que du coup, on n'avait pas d'eau courante, on Ah avait ouais! l'électricité, mais ouais, Ah c'était oui, pas d'eau vraiment courante, c'est vraiment oui, c'est vétuste, roots quoi. comme tu dis. Ouais, ouais. OK. Et elles nous ont suivis dans ce projet et Waouh! voilà, et j'ai pu. Julien a fixé la cheminée du poêle parce on avait des soucis d'installation de poêle. Et du coup, il faisait trop froid dans le dôme pour accoucher dedans. C'était à quelle Et époque le de soir, l'année? en novembre, Ah ouais, oui, donc là, ouais, c'est nécessaire. il faisait 5 degrés le Oh matin, tu pu vois, alors que tu dois avoir un 25 degrés pour accoucher jour et nuit, quoi. waouh! Donc c'était un peu de challenge. Et le soir où il a fixé la cheminée, j'ai dit à Maëlle, quoi, je lui dis écoute, là, si tu nous laisses quelques jours, j'installe encore 2-3 trucs, mais si tu veux venir, tu peux, c'est prêt, Maëlle, quoi. c'est ta fille? Ouais, ouais. Ah Et en waouh! fait, je me suis mis en route dans la nuit, quoi. Incroyable. Non, mais elle est merci Maëlle. Elle a Ouais, attendu que les conditions soient ouais, réunies pour se présenter. Tu étais au terme de la grossesse, ouais. là? J'étais une semaine avant le terme défini, tu Donc vois, ça mais va. j'étais à terme, quoi. J'étais Ouais, pile c'était dedans. c'était le bon moment pour accoucher. Et donc, tu accouches chez toi, dans cette nouvelle habitation, dans ce dôme. Comment ça s'est passé? C'était une sacrée aventure. Une J'imagine. aventure, c'est comme je pense toutes les naissances. Mais Oui. Oui. c'était incroyable de pouvoir. C'était vraiment un rêve. Et c'était génial de pouvoir le réaliser. Et je pense que ça m'a vraiment porté cette détermination qu'on avait eue à mettre tout en place, quoi. Ouais. Je pense dans les moments de grande intensité où je me disais oh non mais là c'est plus possible, on va s'arrêter. Donc grande intensité, on est d'accord, on Ouais, parle de de grande grandes douleur parce douleurs. que tu avais pas de Voilà, péridurale ni voilà, c'est rien, donc ça. oui. Et des Aïe. sensations tellement fortes dans mon corps, c'est sûr que ça. Moi, c'est vraiment là, on en reparlera après, mais pour moi, c'est vraiment un passage initiatique, en fait, Oui. l'accouchement. Peu importe d'ailleurs la manière dont il se passe, mais c'est sûr que quand il se passe en n'ayant pas d'intervention médicale et en étant dans sa pleine puissance aussi de son corps et dans son autorité hormonale, donc Ouais, il y a vraiment un passage initiatique fort tu qui peux le se vivre passe pleinement, ouais. et qui t'emmène au-delà de ce que tu imaginais possible de dépasser comme limite personnelle. Il y a vraiment quelque chose qui t'emmène ailleurs et en même temps tu deviens canal pour laisser passer la vie en fait. C'est d'une puissance folle. Pour le coup, c'est vraiment le cas, oui, c'est ça. La manière dont tu en parles, j'ai presque l'impression que tu es dans un état de transe, en fait, Ah à ce bah oui. moment-là. Justement pour transcender cette douleur, certainement indicible et en même temps le vivre pleinement, quoi.
En fait, maintenant j'ai toute une lecture aussi de comment je l'ai vécu. On a toutes, je pense, les femmes qui ont accouché, notre histoire d'accouchement à détricoter. Oui, Où tu dis, ouais, à absolument. tel moment, il s'est passé ça, qu'est-ce que c'est venu aussi me chercher, me dire. Ouais. Du coup, pour moi, c'était un très bel accouchement parce qu'il était à la maison. Mais c'est pas pour autant que c'était pas un accouchement où j'ai eu des espaces de deuil à vivre, Ouais. ou alors où j'ai été confrontée à des sensations aux lesquelles j'ai pu sentir de la colère. Enfin, on est traversé, en fait, on est porteuse aussi, les femmes, de toutes nos lignées de femmes avant nous. Donc en fait, c'est des Ouais. portails vraiment puissants. Et c'est Oui. aussi des portails où des mémoires aussi peuvent se réactiver, qui sont aussi là pour être Ouais. transmutées et changées, Mais qui peuvent mais être qui peuvent être violentes. aussi intenses et fortes aussi. Donc c'est un sacré passage et on le vit toutes différemment. Il y a certaines femmes qui le vivent avec plus de douceur ou moins d'intensité, mais on est toutes à un moment donné amenées. En fait, je pense qu'on se vit ce qu'on est capable de se vivre aussi, Oui. et qu'on est toutes amenées à un moment ou à un autre à aller plonger dans nos espaces qui vont nous permettre de nous transformer et qui ne sont pas forcément confortables. En fait, moi, ça me fait aussi écho à comment on peut aller guérir sa propre histoire de naissance aussi. Dans mes accompagnements de doula, je vais beaucoup parler de ça aussi. Je leur demande, en fait, ça vient très au début de mon accompagnement, de dire, c'est quoi ton histoire de naissance? Est-ce que tu sais comment tu es née? Encore faut-il la connaître, ouais, c'est ce que j'allais te dire. Est-ce que tu as encore un papa, une maman, un oncle, une tante, quelqu'un qui sait, en fait, comment ça s'est passé? Est-ce que tu es née à terme? Est-ce que tu as été déclenchée? Est-ce que tu es née par césarienne? Est-ce que tu es née par le siège? Enfin, et en fait, notre histoire de naissance, elle vient en fait nous impacter dans notre vie. C'est hyper intéressant, en fait. Et j'imagine que tout ça a un impact, sur le lien qu'on a à son enfant. Parce que la manière dont on l'accueille, dont il arrive va conditionner aussi la manière dont on va prendre contact avec lui, même si on le fait déjà beaucoup pendant la grossesse. Mais là, c'est quand même une sacrée étape, cette rencontre-là. On n'en parle pas du tout assez, je trouve aussi, en fait, de l'impact de la création du lien affectif Ouais, et surtout ces actes médicaux aussi qui sont posés et comment ils sont accompagnés. Parce qu'en soi, c'est pas l'acte médical, c'est une chose, mais comment il est accompagné. Et on est dans de la finesse des choses, en fait. ouais. Et en fait, aujourd'hui, les professionnels sont peu formés à cette conscience du lien d'affection qui se crée, et qu'une maman qui vit un trauma à la naissance, eh ben, ça va être plus difficile de rentrer dans du lien affectif avec son bébé. Bien Ça va sûr, se faire, ouais. et on peut mettre en place des choses. Mais si elle n'est pas accompagnée après ça peut être très difficile. Des mamans qui disent, mais j'ai mis longtemps à sentir de l'amour pour mon bébé. Oh, Mais c'est ce que j'allais te dire, quel tabou, et pourtant j'ai l'impression que ça arrive, ça peut arriver et ça n'enlève rien au fait d'être une bonne ou mauvaise mère, tu vois? Ça renvoie toujours à ce fameux truc. et puis que ça va se créer, que c'est pas parce que ça n'a pas démarré tout de suite, mais c'est comment on accompagne ça. De toute façon, on est en carence de conscience. C'est vrai qu'on nous vend beaucoup cette, comment dire? Ce formidable tableau de l'enfant naît, on me le pose sur le ventre et j'ai une vague d'amour Et 2 incroyable. semaines après, je suis en forme, je suis debout et je retourne au boulot. On en a plein des schémas comme ça qui sont pas du tout justes. Et du coup, par rapport à ce que tu disais là, aller aussi revoir ces histoires de naissance, c'est aussi comment on referme aussi ces vortex de naissance, et on ritualise. Et à quel moment tu switches en te disant: «Bah, tiens, Je finalement, vais ma place à devenir moi, doula. c'est de» on a vu que tu étais vers l'humain, ça y est, tu as fait ce chemin-là, mais tu ne connais pas encore le métier de doula à l'époque. Comment ça va se faire? En fait, j'ai réalisé que les histoires de naissance me passionnaient. Pendant toute ma grossesse, à chaque fois que je rencontrais une maman, je lui disais: «Oh, et raconte-moi, c'est quoi ton histoire? C'est quoi ton histoire d'accouchement? Ça s'est passé comment pour tes bébés et tout?» Et c'était hyper beau les espaces que ça ouvrait. Je Ouais. sentais que les femmes, d'un coup, elles étaient là, qu'elles étaient trop, tu sais, de pouvoir partager, de pouvoir en raconter ce qu'elles avaient vécu. Et je trouvais ça tellement beau, tous ces témoignages, ça me donnait envie de les enregistrer, d'écrire un livre, quoi. Ouais. Et j'avais vraiment cette curiosité. Et même, j'ai commencé à faire ça avec les papas aussi, leur dire, mais Et c'est oui. passé comment la naissance pour toi, ton... Ouais. Et alors, les papas, c'est quelque chose encore, parce que les papas, en fait, on leur demande rarement, en fait, Et ouais. comment c'était la naissance. Et c'est génial d'entendre les papas, c'est quoi les moments qui les ont marqués, c'était comment pour eux. Je pense qu'il y a aussi un espace où, dans mon postpartum, j'ai manqué d'accompagnement. Ouais. Et j'en ai pris conscience après,
Et en fait, il y avait quelque chose qui me disait: «Non, mais là, en fait, j'aurais envie de pouvoir offrir, ce que j'ai pas reçu». C'était pas hyper clair au début, j'hésitais à me former dans le massage ou dans la communication non violente, enfin, j'avais un peu plusieurs pistes comme ça et en fait, il y a vraiment un jour, qui a été décisif. C'était une époque où on commençait à avoir de la garde pour notre fille, mais pas souvent. Et ce jour-là, avec mon compagnon, on se dit: «Vas-y, on va se faire un petit resto», et on était dans ce restaurant et je lui partage, en quoi je me reforme, je suis pas sûre et tout et il me disait: «Bon, déjà, dans tout ce que tu me dis, il y a quelque chose qui vibre beaucoup plus que le reste, mais je pense que tu le OK. sais». Puis il me dit: «Mais tu qu'à demander, vas-y, demande un signe». Alors du coup, je me dis: «Bon, OK, je demande à l'univers, s'il te plaît, univers, envoie-moi un signe, mais vraiment clair, quoi». Et là, en fait, j'avais une amie, vraiment, chère à mon cœur qui était doula depuis quelque temps et qui m'inspirait beaucoup et qui me donnait aussi envie de me former, mais j'étais pas sûre. Elle, je ne la croisais donc jamais et là, je sais pas, 15 minutes après ce moment-là, on commence à manger et là, qui c'est que je vois débarquer devant la vitre du restaurant qui me fait coucou. Donc c'est elle qui m'a vue et qui nous fait coucou et là, je me retourne et j'étais là: «Bon, là, je ne peux plus reculer». OK, j'ai J'ai entendu. compris. Vous m'avez Ouais. entendu et je vous Ouais, entends c'était aussi. super beau. Du coup, je suis sortie, j'ai pris dans mes bras et je lui ai dit: «Mais merci, tu mon signe de l'univers aujourd'hui». Et ouais, et du coup, je me suis lancée. Si je dois te demander de définir ce que c'est qu'une doula, qu'est-ce que tu pourrais en dire? Pour moi, c'est vraiment une accompagnante, en fait, de ce qui se vit. C'est un peu, tu vois, un peu une fée. Dans le sens où, je pense qu'on est vraiment à un endroit où peut-être qu'à une époque, on avait moins besoin de doula parce que on avait un tissu de femmes qui était formé, qui a été initié. Et les femmes, quand elles accouchaient, elles avaient leur tribu, en fait, de femmes autour d'elles, que ça soit des tantes, des mères, tu sais, qui lui disaient: «On est passé par là, on sait ce que c'est, tu vas y arriver, tu vas le faire et on est là pour t'aider». Et on a même des connaissances de plantes, on a des connaissances de position, on a nos recettes, on a cette expérience-là et que les femmes, elles se le transmettaient. Et aujourd'hui, on a perdu ce chez nous. Déjà, nos mères et nos tantes ne l'ont plus parce que ça fait longtemps qu'on a coupé. Mais c'est aussi toute cette époque où on a brûlé les sorcières. En fait, les sorcières, c'était aussi les accoucheuses. C'était Aussi, toutes ces oui. femmes qui avaient ces connaissances des cycles, qui avaient la connaissance aussi de comment on gère sa fertilité, comment on gère sa contraception. Et il y a vraiment eu tout ce changement où en fait, on a voulu médicaliser. C'est les hommes qui ont commencé à rentrer dans les espaces de naissance avec des études médicales, à vouloir protocoliser, à vouloir normer. Et du coup, on a perdu en fait ce pont-là. La doula, elle ramène vraiment un espace de soin, de prendre soin. De prendre soin du couple, de prendre soin de la famille, de prendre soin du bébé. Et prendre soin, ça peut se manifester de différentes manières. C'est redonner les clés aux parents de connaissances, de savoir sur la physiologie pour qu'en fait ils puissent prendre leurs décisions en conscience pour pouvoir faire des choix libres et éclairés. Et toi, dans ton travail de doula, tu me disais, quand on préparait l'entretien, que ta spécialité, c'est plutôt justement ce dont on est en train de parler, l'accompagnement à la grossesse et à la naissance, en fait. Moi, la base de ma formation, c'est ça, c'est accompagner même en préconception. J'ai fait 2 formations et en fait, la formation, de quantique, doula que je suis en train de finir, Ouais, c'est vraiment une formation à être une doula, ouais. large spectre. Et ça veut dire, c'est quoi les étapes du cycle qu'on traverse? Comment on peut, réaliser qu'en fait, c'est un espace aussi d'initiation et de force qu'on peut mettre à notre service. Se dire: «Bah, en fait, dans cette phase-là de mon cycle, je suis beaucoup plus créative. Dans Ouais. cette phase-là, j'ai besoin d'être tranquille. Dans cette phase-là, j'ai l'énergie de me mettre en action». Et tout d'un coup, de remettre ces cycles à son service. Comment on célèbre aussi pour les jeunes filles leurs premières règles. Et ça, c'est fou quand on partage comment tu as vécu, comment on a célébré ton entrée dans le cercle des femmes. Ouais. Oh, bah, j'ai reçu un paquet de serviettes hygiéniques. Et en fait, c'est comment on remet du rituel, la conscience, et qu'en fait, on réalise qu'en fait, être un être cyclique, comme on est les femmes, c'est une panel de couleurs, en fait, qu'on peut mettre aussi à son service Oui. et être forte de ça et pas juste être là, oh, aujourd'hui, j'ai mes ragnagnas. Et du coup, en gros, ça accompagner ça jusqu'à accompagner la grossesse, accompagner la préconception, la grossesse, la naissance, le postpartum, jusqu'à accompagner la ménopause. Et oui, c'est un sacré Et sujet ça aussi. aussi, c'est un Ouais. sujet en soi. On pourrait être doula. Et ce qui est génial, c'est que du coup, cette posture de doula, elle est plus forcément collée à la naissance, mais à
accompagner la femme dans, en fait, Dans ces étapes de vie de femme, ouais. mais ouais, et on peut être doula de la ménopause. Doula, aujourd'hui, je pense que ça peut être vraiment large, et selon, du coup, ce que chacune est appelée à faire. Et la différence aujourd'hui entre l'accompagnement d'une sage-femme et celui d'une doula, quelle est-elle? Pour moi, ils sont très complémentaires. Et c'est pas toujours évident tu vois, de mettre l'une dans une case et une dans l'autre. Je pense qu'il y a des espaces de confluence selon la sage-femme aussi. Et sa Chaque sensibilité? Ben ouais. a sa sensibilité. Il y en a aussi qui sont formés à l'hypnose, il y en a qui sont formés à l'acupuncture. Et donc, ça dépend. Là, du coup, je parle de sage-femme libérale, je parle pas de sage-femme qui travaille en maternité. Oui. Aujourd'hui, les sages-femmes, elles sont peu soutenues, en fait, en termes d'assurance, en termes même de comment elles sont payées, comment elles sont protégées aussi, en fait. Donc, dès qu'il se passe quelque chose, ce qui se passe mal à la maison, c'est lourd le poids qu'elles portent individuellement. Alors qu'une sage-femme qui travaille dans une structure, elle est protégée par la structure. Et aujourd'hui, c'est lourd. Donc, en fait, c'est chaque sage-femme aussi qui doit danser avec c'est quoi les espaces de risque qu'elle prend et comment elle respecte des protocoles où elle se sent sécure et qui sont justes aussi. Mais du coup, je pense que la doula, elle va... En tout cas, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a aucun enjeu médical pour une doula. Moi, quand je vais à une naissance, je porte pas une responsabilité à cet endroit-là. Et je soutiens la femme dans ce qu'elle traverse, peu importe ce qu'elle va traverser. Si on fait un transfert à la maternité et que je l'accompagne. Et aujourd'hui, c'est pas simple. Il y a plein de maternités qui n'acceptent pas les doulas. Eh oui. Il y a plein d'espaces aussi où c'est génial d'avoir des doulas à l'hôpital, où par exemple l'équipe est débordée. On sait que de plus en plus les services sont débordés, elles le savent, les sages-femmes, et c'est même souffrant pour elles. Elles aimeraient bien pouvoir faire une femme pour une femme. Bah bien sûr, j'imagine. Sinon, c'est pas possible. Et des fois, quand c'est débordé, tout d'un coup, de savoir qu'il y a une doula, elles savent que la femme, elle est pas toute seule. C'est ça, et en fait, que c'est soutenant pour toute l'équipe. Et le papa est pas forcément aussi dans son espace émotionnel, il vit aussi sa naissance. Bien sûr. Les papas, tout d'un coup, on leur demande beaucoup. Ils n'étaient pas dans des espaces de naissance pendant des centaines d'années. Ouais. Et là, tout d'un coup, ils doivent être à un endroit où ils ont pas reçu de transmission. Et en même temps, c'est merveilleux de les accueillir dans ces espaces. Mais comment on les accompagne aussi dans ces espaces-là? Et pour moi, la doula, elle vient vraiment tisser ça aussi. Et toi, du coup, Noémie, du haut de tes 32 ans, tu t'imagines où dans 5 ou 10 ans? C'est une bonne question. Je pense qu'il y a plein de mystères encore. Eh ouais, heureusement. Parce qu'on ne peut pas s'imaginer où la vie nous fait évoluer. Mon rêve, ce serait de pouvoir, dans 5-10 ans, qu'on puisse ouvrir une magnifique maison de naissance. Wow. Où on collabore avec des sages-femmes et des doulas, avec plein de pratiques différentes offertes aux femmes et aux couples. Bon. J'ai quelques questions rituelles pour clôturer notre entretien, Noémie. Ma première question, j'aimerais savoir si tu écoutes souvent ta petite voix. Intérieure, oui, c'est sûr. Puis quand je l'entends pas, je demande des signes. Elle me parle aussi. Et tu les as. Tu nous as montré que tu les as. Sûr. Tu nous as déjà parlé de livres et même de documentaires, mais est-ce qu'il y a un livre qui t'a particulièrement marqué et que tu aimerais partager avec nous aujourd'hui? Et ouais. C'est dur de choisir un livre dans tous les ouvrages merveilleux. Oui, j'imagine. Je vais parler du livre qui, moi, dans mon histoire, m'a beaucoup touchée. Ouais. À cette période où je commençais à m'ouvrir, à me dire que j'allais accoucher à la maison. J'avais envie d'accoucher à la maison. Mm-hmm. Donc voilà, ma mère m'a quand même toujours répété qu'heureusement qu'il y avait des maternités, parce qu'avant, les femmes mouraient en poche. J'avais quand même beaucoup de choses à déconstruire. Le travail de sape, ouais. Ouais, de sape à elle. Et avec un conjoint merveilleux qui me disait mais vas-y, on accouche tous les deux dans la forêt. Ah ouais, en effet. En symbiose avec la nature. Alors, je lui disais, écoute, je vais déjà lire un petit peu sur l'accouchement physiologique et expérimenter une naissance à la maison. Et du coup, j'étais tombée sur le livre de Ina May Gaskin, qui s'appelle Le guide de la naissance naturelle, retrouver le pouvoir de son corps. Et en fait, Ina May Gaskin, c'est une sage-femme qui vit dans le Tennessee. Ouais. Ils avaient créé une communauté post-68 dans le Tennessee, un peu de rêveurs de ce nouveau monde. Et ils ont réalisé vite qu'il y avait beaucoup de femmes en fait qui étaient enceintes dans leur communauté et qu'il allait falloir les accompagner et qu'ils voulaient aussi les accompagner autrement. Alors elles sont plusieurs à s'être formées sages-femmes. Ouais.
et à avoir ouvert des petites maisons de naissance dans leur communauté. D'accord. Et au fil des années, elle a accompagné plus de 1000, même plus que 1000, je sais plus, j'ai plus le chiffre, mais énormément de peut-être 2000 naissances avec des couples qui venaient là justement un mois avant, qui étaient chouchoutés, qui avaient des petits cabanons en postpartum. Et en fait, dans son livre, elle témoigne de son expérience avec toute une première partie qui sont des histoires de naissance, des récits de naissance. Et moi, ça m'a beaucoup nourrie en fait de lire des récits de naissance. Je reprends donc mes petites questions rituelles pour savoir si toi, tu as un rituel bien-être quotidien. J'essaye tous les matins de me faire mes petits étirements de yoga. Ok. Je vois que ça me remet dans le corps avant de démarrer la journée. Ah. J'y arrive pas toujours, mais j'essaye, ouais. C'est déjà bien d'avoir l'intention. C'est un bon début. Ma dernière question, Noémie, pour clôturer cet entretien, j'aimerais savoir si tu es heureuse. Oui, je suis heureuse. Oui, ouais, je suis en tout cas très nourrie et en gratitude de ce chemin qui m'apporte plein de joie. Ouais. Et qui met vraiment du sens en fait. Je vois que quand je suis dans ces espaces d'action, il y a vraiment quelque chose qui s'aligne en moi, qui résonne très juste, quoi. Eh bien, écoute, Noémie, je te remercie mais énormément, vraiment du fond du cœur pour notre entretien. Je ne sais pas combien de fois j'ai frissonné et été émue presque aux larmes pendant notre échange. C'est rare qu'un échange me touche autant et ça a été le cas aujourd'hui. Et vraiment, vraiment, du fond du cœur, je te remercie. C'était très beau et très puissant aussi. Donc, merci beaucoup, Noémie. Merci à toi, merci de ta confiance et avec joie. La Petite Voix, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, s'il vous a inspiré, alors dites-le moi avec des étoiles, des bonnes notes et des commentaires sur votre plateforme de podcast favorite. Ça aide vraiment à faire découvrir La Petite Voix à d'autres personnes. Retrouvez-moi aussi sur Facebook, Instagram et YouTube en cherchant simplement La Petite Voix, le podcast. D'ailleurs, c'est sur ces pages que je vous raconte les coulisses de ma rencontre du jour et que vous trouverez toutes les références de l'épisode. Une dernière chose qui me tient vraiment à cœur, je serais ravie d'échanger avec vous sur vos impressions, de recevoir vos questions et vos suggestions sur les invités que vous aimeriez entendre. Alors, n'hésitez pas à m'écrire. Merci beaucoup et à bientôt sur La Petite Voix.